Magnifique, merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sarah Dan, je suis coach en holacratie et j'accompagne des équipes au quotidien sur des sujets organisationnels et relationnels. Je suis ravie d'être avec vous ce soir autour d'un sujet qui semble-t-il a bien intéressé les foules, même si tout le monde n'est pas encore arrivé, en vous partageant un pitch autour des devoirs qui génèrent de la coopération dans les équipes. Ce que je vous propose avant qu'on se lance dans le vif du sujet, c'est d'aller se dire bonjour les uns des autres. Comme on n'est que 10, je vous propose qu'on se fasse un rapide tour de table plutôt que de vous envoyer dans des sous-groupes. Ce sera quand même un peu plus sympa. Je vous propose d'allumer votre caméra et puis, si c'est OK pour vous, de prendre la parole de manière assez courte pour partager avec quel niveau d'énergie est-ce que vous êtes présent à ce meet-up ce soir. 1, c'est la fin de journée et il n'y a plus beaucoup de jus. 2, ça tient encore. Et 3, vous êtes à fond. Et Myriam, tu veux commencer? Parfait, bonjour à tous. Moi, du coup, je suis Myriam Elelou. Je organise les meet-up du CARA cette année. Et je suis ravie de voir plein de nouvelles têtes à chaque fois. Et je remercie énormément Sarah de nous partager son expérience aujourd'hui. Luc, on enchaîne. Et bonjour, donc je suis Luc, je suis coach et agile, parce que je suis coach entreprise et je fais de l'agilité. Et je suis très content d'être là ce soir, puis de revoir aussi des gens que j'aime bien, donc c'est cool. Avec un niveau d'énergie? Plutôt 1, 2. 2, 3. Plutôt 2. Allez, Thomas, à toi la parole. Oui, donc Thomas, 35 ans. Moi, j'ai un niveau d'énergie plutôt bas. Je suis malade, j'ai un mal de tête. Enfin bref. Mais bon, ça va quand même. De mon côté, voilà, je suis un ancien coach agile Scrum Master qui maintenant gère sa boîte et j'accompagne des entreprises à mettre en place de l'agilité et des soft skills, à développer les soft skills de leurs employés. Voilà. On va continuer avec Florent, si tu peux nous dire bonjour avec ton niveau d'énergie. Bonjour, oui, j'ai pas de caméra, donc ça sera pas d'image. Une énergie 3, le soir je me réveille, donc c'est pas un souci. Voilà, et je suis développeur à la base et un peu Scrum Master, j'apprends. Ok, Céline, à toi d'enchaîner. Moi, je suis en niveau 2. J'ai une journée assez dense, mais il me reste encore un peu d'énergie pour le webinaire. Puis après, je pense que j'irai faire du sport pour voilà. Moi, je suis facilitatrice intelligence collective, plutôt sur des secteurs tourisme, action publique. C'est mon domaine d'expertise privilégié, mais bon, globalement, la méthodo peut se rejoindre. Donc, en design de service aussi sur ces sujets-là. Puis à côté de ça, j'ai un gros projet où je suis associée dans une start-up où je vais incarner finalement de façon assez naturelle les rôles de PO. Donc voilà, un nouveau métier qui s'ouvre, mais en tout cas, ça rejoint tout le domaine agile. Et je suis très contente de participer à ce premier meet-up. Voilà. Excellent, merci. Je continue avec toi, Michael. Ah, attends, oui, j'ai le micro, c'est bon. Alors, moi, c'est Mickaël. Alors, moi, j'ai les petites graines là, pour prendre de l'énergie. Ouais, je voudrais dire que je suis à 2 heures, quoi. J'en étais longue, mais bon, c'est pas mal. Et puis, oui, la journée était longue, c'est juste Scrum Master, et une belle journée aujourd'hui de fin de cérémonie, donc c'était de fin de sprint, c'est chargé, voilà. Excellent, merci. Je continue avec toi, Patrick. Bonjour à tous, je suis coach d'organisation et coach pro. Je suis basé à Bordeaux et mon niveau d'énergie est 2. Ça marche. Qui est-ce qui nous manque autour de la table? Élise? C'est quoi le niveau d'énergie du moment? Moi, je suis à 1. Je suis bientôt en vacances, si on en a besoin. Ouais, plein de choses à faire avant de partir en vacances, donc c'est beaucoup. Mais je participe quand même à ce meet-up. Et sinon, moi, je suis coach agile en interne chez un éditeur logiciel. Yes. Ok, merci Élise. Et il reste Laetitia autour de la table. Bonsoir à toi. Est-ce que tu peux nous dire peut-être en 2 mots qui tu es et puis le niveau d'énergie dans lequel tu arrives? 1, c'est raplapla et 3, c'est au top du top. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis aussi malade, j'ai une angine, donc j'ai un niveau d'énergie assez bas.
Et sinon, je suis chef de projet et je travaille avec des équipes agiles pour un éditeur de logiciels. Ok. Excellent. Je crois qu'on a eu tout le monde. Merci à toutes d'être là ce soir. Ok. Le sujet qui nous intéresse ce soir, la coopération. Eh ben, vaste sujet, mais par lequel attraper ça, ce que je vous propose, c'est de commencer en y répondant par vous-même et d'essayer de répondre à cette question. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit, vous en bossant dans une équipe ou vous en animant la vie d'une équipe, ici de point de vue coopération, ça marche pas. Là, je reconnais des comportements, je vois des choses et on peut pas dire qu'ils soient très coopératifs. Et ce que je vous propose, c'est de vous rappeler la dernière fois que vous êtes dit ça, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion. Je propose de partir 5 minutes en binôme vu le nombre qu'on est. On va faire des binômes plutôt que des trinômes. Et c'est Myriam aux manettes qui vous envoie pour 5 minutes en sous-salle. Vous aurez un message, 30 secondes restantes au moment de fermer les sous-salles. La question, c'est de savoir quand est-ce que vous avez dit la coopération, ça marche pas chez eux. C'est bon pour toi, Myriam? Ok, vous êtes de retour. Je veux bien vous entendre un peu en popcorn. On ne va pas répéter quelque chose qui aurait déjà été dit. Ça tient à quoi? C'est quoi les traits caractéristiques de ces moments d'absence ou de non-coopération que vous avez pu vivre ou observer? Luc, je vois que tu as ton micro ouvert. Tu veux partager un truc? Oui, en fait, là, ce que je vais partager, c'est qu'il y avait une question de prise de pouvoir sur. Enfin, c'est pour un projet, on est censé être associé, et un des associés n'a clairement pas joué le jeu. Il a caché énormément d'informations qui aujourd'hui fait que le projet est en train d'exploser en vol, quoi. Cacher des infos. Ah, ok. Il y a d'autres choses, les autres, dans ce que vous avez identifié? Je dirais que des fois, en fait, les personnes, soit au sein d'une équipe, soit au sein d'une équipe d'équipe, ne sont pas forcément alignées ou n'ont pas les mêmes objectifs. Donc la coopération, elle n'est pas toujours simple. Et comme je disais à Luc, il y a aussi confort. Confort n'est pas toujours l'allié en fait de la coopération. Ouais, ce que je rebondirais sur le c'est pas mon job aussi. Ouais, c'est pas mon business. C'est pas mon job, tu veux dire Non, mais c'est un peu dans l'amitié. Moi, celui que j'ai partagé, c'était un peu, c'est pas à moi de faire ça, donc c'est. Je m'en occupe pas, quoi. Mais c'est un réel confort aussi, je me dis. C'est un peu le côté. Je l'ai jamais fait, pourquoi je le fais maintenant, quoi. Ok. D'autres choses? Moi, j'ai de l'obstruction, pardon Céline, j'ai de l'obstruction totale. C'est-à-dire des gens qui, en fait, sont venus un peu parce qu'ils ont vu de la lumière, plus ou moins, mais qui, du coup, sont venus dans un état d'esprit très, très négatif et qui n'étaient pas là pour coopérer, pas du tout. Ok. Un dernier élément qu'on n'aurait pas nommé jusque-là? Il y a Patrick qui parlait, dans l'exemple qu'il donnait, il y avait aussi une question de confiance entre les personnes et les équipes. Il y avait un manque de confiance. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Patrick? Si je peux juste rebondir, à quoi est-ce que tu vois qu'il n'y a pas de confiance? Parce que ça a clairement été exprimé. En fait, moi, j'avais une position de coach, donc j'étais en interview des différentes équipes. Mais clairement, il y a des antécédents, il y a des historiques qui fait que la confiance n'est pas toujours là. Alors des fois, c'est un prétexte. L'historique de ce qui s'est passé il y a un mois, c'est toujours un bon prétexte de ne pas coopérer. À un moment, la confiance, elle s'éprouve. C'est toujours facile de dire je n'ai pas confiance. À un moment, faut tendre la perche. Ça marche. On ne révise pas une vieille croyance et puis, ok, on ne s'est pas fait confiance dans le passé, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça marche. Bon, eh ben, laissons ces belles expériences pour ce qu'elles sont. Des expériences où il y a une absence de coopération. Rebelote, ce que je vous propose, c'est de repartir sur 5 minutes
et de repenser à des situations où là, vous vous êtes dit, cette fois, ça a bien coopéré avec cette équipe ou dans cette équipe. Et ce que je vous demande, c'est de mettre la focale sur ce qu'il y avait de différent dans ces situations par rapport aux premières. Myriam, on repart pour 5 minutes en binôme. Ok, excellent. On a perdu personne en cours de route. C'est bon, vous êtes là. Ok, même principe, je veux bien vous entendre dans ces expériences-là. Qu'est-ce qu'il y avait de différent selon vous? Bon, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait déjà un objectif commun qui était clairement partagé. On est tous là pour la même chose, on est au courant. Et il y a ce côté de prendre le temps, quand on crée le groupe, de bien clarifier les responsabilités, les rôles, le process, toutes ces choses-là, en fait, d'avoir vraiment une vision commune et une manière de fonctionner, en fait. Ouais, d'être informé sur le but, ok, et de clarifier les responsabilités de chacun. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça a l'air d'être un peu un préalable à la clarté avec laquelle tu la donnes, Thomas. Luc, dis-nous. Il y a aussi le fait que les personnes s'engagent, enfin, c'est pas quelque chose qui leur est imposé, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent s'engager. Donc, et en plus qu'il y a un but commun sur lequel les gens sont bien d'accord que c'est bien un but commun sur lequel on avance ensemble aussi. Donc chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation où les personnes, on leur a imposé quelque chose, ça démobilisait très, très rapidement les personnes, quoi. Ok. Dans De le choisir de schéma, s'engager. Ouais, Patrick, dis-nous. moi je rajouterais, alors ça vient de on a tous des objectifs aussi personnels, mais en fait que les objectifs communs et les objectifs personnels s'alignent aussi, quoi. Ok, il y a un alignement entre ces deux choses-là. Ouais, ok. Qui fait qu'on fait plus que collaborer, mais on coopère, quoi. Et comme Luc, on le disait ensemble, c'est aussi le plaisir d'être ensemble aussi, c'est le plaisir de groupe. Donc on a plus, ça vient avec la conscience professionnelle et aussi avec le plaisir qu'on a d'être ensemble, quoi. Ok, faire un peu tribut autour de quelque chose, aligné sur le sens. Ouais. D'autres éléments, d'autres différences que vous voudriez partager? Ok, ça marche. Bon, super. Merci pour vos apports là-dessus. Si jamais vous avez envie de couper vos caméras parce qu'en même temps vous voulez vous faire votre apéro, pas de problème. C'est cool si vous gardez vos vidéos, comme ça je ne parle pas juste à des vignettes. Excellent. Dans ce que j'ai entendu, il y a des choses qui me parlent énormément, forcément sur un peu des préalables, je dirais, à la coopération, s'aligner sur une vision et le sens du pourquoi et s'assurer un peu de la cohérence du but et de la possibilité de s'engager. J'aime bien les mots avec lesquels vous avez employé cet aspect-là. Et puis, si je corrobore un peu les deux expériences que vous avez partagées, j'ai entendu tout à l'heure des choses qui étaient peut-être liées à des actes de non-coopération liés à des personnes qui tirent le bateau en sens contraire. Peut-être liées aussi à des affinités. Parfois, on peut se dire que avec cette personne-là, c'est mort. En fait, on ne travaillera jamais bien ensemble. C'est du connu. En fait, ça ne marchera pas. Et j'ai entendu aussi des choses qui peuvent être liées à des conditions, un environnement de travail, des délais, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses très objectivables, telles qu'une information qui est cachée ou encore des choses qui sont imposées. Ça marche. Tout ce que j'entends, en tout cas avec ces expériences-là que vous partagez, ça confirme une croyance chez moi que la coopération, elle est à dépersonnifier. Moi, je suis convaincue qu'elle ne dépend pas d'une personne qu'on viendrait amalgamer avec qui elle est, son comportement, ses croyances, son système de valeurs. En fait, à un moment donné, on voit l'acte de quelqu'un et puis on pourrait être assez tenté de la mettre dans une petite case et de se dire c'est mort. Là, ça, moi, j'y crois pas. Je pense vraiment que tout le monde peut coopérer.
Par contre, c'est pas quelque chose qui est instinctif, qui est magique. Il y a certaines personnes pour lesquelles c'est plus facile. Elles auront peut-être plus d'aisance ou des habilités relationnelles qui les amèneront plus facilement à aller, proposer leur aide, en demander. C'est possible. C'est possible que là-dessus, on ne soit pas tous équipés de la même manière. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a cette manière de coopérer ensemble. Le meilleur moyen de le fiabiliser, de pouvoir compter dessus, c'est de le rendre explicite et de mettre des mots là-dessus. Déjà, vous allez pouvoir permettre aux individus qui composent cette équipe de choisir ou non d'adhérer à ça et à chacun de faire confiance aussi à son propre niveau d'engagement possible. Et ce que j'avais envie de vous partager aussi, c'est que, OK, donc c'est passé dans le domaine de l'explicite, mais c'est aussi une discipline. Parce que je crois qu'on pourrait, en sortant d'un briefing, du lancement, de se dire: «OK, à partir de maintenant, on va fonctionner comme ça», et puis, soit c'est transformé en actes concrets immédiatement, mais on peut oublier aussi des promesses dans la durée. Donc, il y a peut-être des moments où vous vous rendez compte que c'est plus facile de coopérer et puis d'autres où c'est moins aisé, comme des personnes ou comme quand une échéance approche. Et peut-être que profondément, il y a des personnes avec lesquelles, pour vous, c'est plus difficile de coopérer. Ça, je vous inviterai à aller regarder qu'est-ce qui gratouille en vous et de faire un peu cet exercice de concrètement, avec qui est-ce que c'est plus difficile et est-ce que c'est tout le temps comme ça? En tout cas, là où ça m'amène, c'est que cultiver de l'autonomie et de la responsabilité chez les membres d'une équipe, c'est génial, mais la coopération, elle va pas s'imposer à eux. Il y a une idée de devoir, de construire ces règles et surtout de les rendre explicites. Et c'est comme ça, à mon avis, en explicitant le champ de contraintes, qu'on peut donner énormément de liberté et d'interdépendance aux personnes. La clé avec laquelle je regarde ça, moi, c'est le système Holacracy, qui est un système de gouvernance qui est en open source. N'importe quelle organisation pourrait se doter de ces systèmes de gouvernance. Aujourd'hui, il existe avec la Constitution 5.0. C'est bien sur ça que repose ce système de gouvernance. Je vous partage un petit visuel qui va bien pour aller alimenter ça gentiment. Normalement, mon écran s'affiche. Génial. OK. Paf. La Constitution. Je vous donnerai le lien, mais très concrètement, c'est un petit doc qui fait une trentaine de pages, qui comporte 5 chapitres et qui fixe les règles du jeu. N'importe quelle organisation qui voudrait se doter de ces systèmes de gouvernance le ratifie et se sert de ce support-là pour distribuer le pouvoir dans l'organisation, les responsabilités et suivre certaines règles du jeu pour écrire ses propres règles. OK. Avec ce système-là, il y a un chapitre entier qui est dédié aux règles de coopération. Donc, c'est conséquent, un chapitre sur 5. Et c'est cette approche-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, d'aller regarder un peu ce qu'on va trouver dans ce fameux chapitre qui est dédié aux règles de coopération. Il y a 4 items qu'on va balayer ensemble ce soir. Il y en a un premier, donc c'est dans l'article 2 pour les puristes ou ceux qui auraient déjà regardé. Il y a donc le premier item, le 2.1, c'est le devoir de transparence. Concrètement, une équipe qui aurait adopté Holacracy comme système de gouvernance, elle adhère de facto à ces règles du jeu-là qui viennent soutenir le système de rôle qui a été explicité pour mener à bien des projets ou les fonctions dont on a besoin pour qu'une équipe réalise ses projets. Et donc, un devoir qui est en fait non négociable, c'est clairement le devoir de transparence. Vu que tu nous disais tout à l'heure, j'avais pas toutes les infos, en fait, là, c'est juste exigible de n'importe qui et on peut pas dire non. Qu'est-ce qu'on attend par transparence? La Constitution le définit un petit peu plus. À la demande, tu dois donner de la visibilité sur tes projets, tes prochaines actions. Pareil, si on te demande dans quelle priorité relative tu vas traiter toutes ces choses que tu as à faire, tu dois donner de la clarté là-dessus. On parle de projection plutôt qu'en échéance, enfin en projection plutôt qu'en deadline.
en holacratie, au sens où il y a une certaine responsabilité de la part des leaders de rôle, c'est comme ça qu'on les appelle, pour prioriser leur travail. On s'en parlera juste après. Et à n'importe quel moment, on peut leur demander une projection. C'est quand, selon toi, le moment où je pourrais compter sur ce projet, cette action, ce prochain pas? Tu dois te donner une projection, une estimation quelque part. Et puis, on a encore d'autres éléments sur lesquels on peut vous demander de la transparence. Si demain, vous bossez dans une boîte, vous faites partie d'une équipe en holacratie, c'est de donner de la visibilité sur des actions récurrentes que tu fais au titre de tes rôles, des actions qui peuvent se dérouler dans la durée. C'est ce qu'on va retrouver dans les éléments de checklist. Et comme on le disait tout à l'heure, les progrès que tu peux réaliser en menant tes projets, tes actions. Et il y a un dernier item. Si on vous le demande, vous êtes tenu de partager toute autre information qui ne causerait pas de tort à être partagée. Faites confiance à ce que les individus captent des enjeux de confidentialité ou d'impact qu'ils imaginent. OK. Ça, c'est pour l'aspect du devoir de transparence. Tu ne peux pas retenir d'informations. En fait, c'est exigible de toi. Ça, c'est le premier aspect. Si on regarde maintenant le second devoir, c'est celui du traitement. Je les balaye tous les quatre d'un coup. Et puis après, je reviens, on prend des questions. Vous allez voir, ils se répondent un peu entre eux. Donc, je continue dans ma lancée et après, on se retrouve pour échanger. Le devoir de traitement. Là-dessus, on veut compter sur le fait que chaque membre de notre équipe va traiter rapidement les demandes des uns et des autres et les messages. Et là, j'attire votre attention sur traiter, qui est différent de réaliser. Une action qu'on vous demande. Il y a vraiment cette notion de pouvoir traiter, accuser réception, donner une projection de quand qu'est-ce que tu pourras t'occuper de ça. En fait, le plus tôt vous répondrez, le mieux ce sera pour la personne qui vous fait cette demande. Elle va pouvoir compter sur cet automatisme-là, cette habitude-là. Et on va revenir sur qu'est-ce que ça peut produire dans l'équipe, mais vraiment, ce devoir de traitement, il va se décliner autour de ces 3 items-là. À chaque fois qu'on te le demande, en fait, clarifie ton prochain pas ou donne de la clarté sur qu'est-ce qui bloque et qui t'empêche de passer à l'action. En tant que leader de ton rôle, tu dois accepter les projets qui te sont demandés et en faire le suivi. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir te questionner tout le temps pour savoir comment ça avance. C'est de ta responsabilité de donner ces infos-là. Et quand je dis accepte les projets, c'est les projets qui font sens dans ton rôle. Mais ça ne veut pas dire que si on vous fait une demande peut-être un peu farfelue ou peut-être pas encore très claire, vous n'allez pas raccrocher le téléphone en disant « Non, je ne prends pas ton projet », mais comme avec une logique de client et de fournisseur. Partez du principe que vous allez accepter ce projet et puis questionner l'autre. Ok, toi, tu m'as demandé un vélo avec une petite sonnette, très bien, mais j'ai pas bien compris. Est-ce que tu veux t'en servir plutôt pour faire du VTT, pour faire plutôt du voyage à vélo sur de la route? Est-ce que tu vas faire du dénivelé? Parce qu'en fait, moi, ce que je peux faire avec mon rôle et l'équipe qu'on a là, c'est plutôt ci, plutôt ça, et affiner le besoin. Donc, c'est en ce sens-là que finalement, le leader de rôle ne va pas refuser un projet, mais plutôt l'accepter et entrer en négociation pour aller voir concrètement qu'est-ce que tu veux et quel est le meilleur service que je peux te rendre. Et un dernier élément du devoir de traitement, si jamais au titre de l'un de tes rôles dans l'organisation, tu as une autorité exclusive, c'est-à-dire que tu contrôles quelque chose, la validation d'un élément, un point sur lequel tu es la personne qui a le dernier mot. Eh bien, si quelqu'un te fait la demande de décider sur tel aspect, en fait, tu dois lui répondre. Et tu dois traiter ça rapidement puisque ça va déclencher des actions derrière. OK, ça, c'est notre devoir de traitement. On l'a balayé en entier. Le 3e devoir, c'est le devoir de priorisation. En fait, ne réalise pas toutes tes tâches avec le dernier qui a demandé, c'est le dernier qui sera servi. Vous connaissez peut-être cet écueil-là du travail dans certaines équipes. En fait, là, ce que nous dit la Constitution, c'est
tu dois prioriser ton travail. Et puis, il y a une indication aussi sur la présence aux réunions. Ce que ça nous dit là-dedans, c'est que tu dois traiter de manière prioritaire les demandes qui t'arrivent sur l'avancée de ton propre travail. Habituellement, quand je dis ça, les gens me font des gros yeux en me disant « Oh, mais c'est pas possible !» Eh bien si, c'est possible. En fait, ça, ce que ça permet, c'est que si on fait tous cette chose-là, de pouvoir se demander des choses et d'être sûr que ça va être traité rapidement, on augmente la capacité d'adaptation, la rapidité de travail, la solidarité et la confiance dans le groupe, où je sais qu'en fait, une demande ne sera pas perçue de manière négative ou comme quelque chose en plus à faire, puisque chacun peut faire ça. Et on est redevable de se rendre ce genre de service les uns avec les autres, puisqu'on a tous accepté de fonctionner avec ces règles-là. Premier item sur la priorisation. En premier, les messages des autres. Tu peux attendre un moment de la journée pour les traiter en maths, mais en tout cas, sache que tu vas devoir faire ça plus que l'avancée de tes propres projets. Autre élément, en fait, choisis de participer aux réunions ou pas. Ça paraît être une évidence, mais vous les voyez bien, ces collègues, ces collaborateurs qui se retrouvent en réunion, puis en fait, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de décliner, ou alors peut-être qu'il y a des jeux politiques ou un présentéisme de façade qui est nécessaire dans certaines équipes. Et ben, en fait, ce que nous dit la Constitution, c'est que si tu as déjà prévu autre chose qui pourrait créer plus de valeur dans l'orga, en fait, tu n'es pas obligé de venir à cette réunion. Si on te demande spécifiquement, pareil, même principe, ça se discute. On va arrêter de considérer que les réunions sont là où il faut être en priorité. Et ça ne tient que parce que on a nos autres devoirs de transparence qui peuvent avoir lieu à n'importe quel moment, surtout en dehors des réunions, et idem sur le traitement. On ne va plus avoir besoin d'être en réunion, pour se demander les uns les autres de se confier du travail. Sur le devoir de priorisation, il y a 2 éléments qui vont être un peu plus liés à la structure organisationnelle qui est proposée par Holacracy. Pour que vous l'ayez en tête, voilà, je vous ai mis un petit schéma. Voilà une structure de base, mais pour qu'on soit au clair sur le vocable. Notre cercle le plus grand, c'est celui de l'organisation, qui contient des rôles et des cercles. Un cercle contient lui-même plusieurs rôles, et le rôle, ça va être la plus petite unité dans une organisation en holacratie. Et donc, chaque leader de cercle a cette autonomie pour arbitrer les conflits de priorité à l'intérieur de son cercle. Admettons qu'ici, on ait un cercle qui correspond à un projet à mener. Eh bien, les personnes qui auront des rôles dans ce cercle-là devront aligner leurs propres priorités sur celles qui ont été fixées par le cercle. Et ça va être le même fonctionnement pour tous les cercles de l'organisation. Donc, ce que nous dit le devoir de traitement, c'est que en priorité, tu dois suivre les priorités qui ont été fixées par le cercle. Idem pour les échéances, qui peuvent être considérées comme une manière de fixer aussi cette priorisation. Donc ça, ces priorisations, elles sont faites pour pouvoir permettre aux rôles de gérer eux-mêmes leur flux de travail en suivant des indications claires. Ces 3 éléments-là sur les règles de coopération, elles sont vraiment dans l'idée de décorréler le rôle et la personne. Ça, c'est la notion de base en holacratie. Et de pouvoir décorréler, du coup, la personne et son comportement, puisque ces attendus-là vont être les mêmes pour toutes les personnes de l'organisation, peu importe leur rôle. Et c'est pas du « oui, peut-être, si j'ai le temps ». En fait, non, c'est exigible de chacun d'entre vous. Et il y a un dernier élément qui est proposé dans cet article 2 qui s'appelle les accords relationnels. Ici, vous aurez noté, c'est pas un devoir, c'est juste accord relationnel. Donc, j'aurais dû l'appeler les 3 devoirs et les accords relationnels. Où en fait, la Constitution donne une possibilité d'expliciter des attentes qui soient comportementales. Et c'est à cet endroit-là où on vient
finalement, peut-être doter l'organisation d'un peu plus de rondeur et de possibilités pour venir prendre soin des relations, mais pas parce qu'il serait bien d'eux ou ce serait mieux d'eux, mais plutôt en fonction de préférences personnelles. Et là, c'est l'endroit où des singularités ou des besoins spécifiques d'une personne à une autre peuvent s'exprimer. C'est une possibilité de créer un élément de discussion autour d'un comportement qu'on voudrait voir adopté par une personne ou par le reste de l'équipe. Mais la base, c'est une personne qui fait cette proposition à quelqu'un d'autre de passer un accord relationnel entre elles deux. Sur quoi est-ce que ça porte, ces accords? Eh bien, elle porte sur la relation de travail, dans ce cadre du travail, mais pas sur du travail à réaliser. Je vous donne un exemple juste après. Je les balaye juste rapidement tous pour savoir un petit peu de quoi on parle. Ces accords, ils portent sur des actes concrets ou une manière de faire, au sens où ce n'est pas une promesse de réaliser quelque chose, encore une fois. Et ça doit être suffisamment précis pour être objectivable si l'accord est tenu ou pas lorsque quelqu'un adopte tel comportement. Et cet accord, pour des raisons assez pratiques d'engagement, il doit prendre une forme écrite, ce qui nous permet de nous mettre d'accord sur le comportement qu'on veut voir adopté par l'un ou par l'autre des personnes qui passent cet accord. Et à partir du moment où vous vous êtes engagé, vous devez aligner votre comportement sur cet engagement que vous avez pris. Et sauf si c'est spécifié autrement, vous pouvez quitter cet accord en informant l'autre partie que vous ne souhaitez plus le faire. Je vous donne des exemples, j'en ai beaucoup à vous proposer. Dans notre équipe, c'est quelque chose, nous on fonctionne en holacratie depuis 5 ans, 6 ans. Donc c'est des choses qui existent dans notre équipe et les accords relationnels, nous, ça prend cette forme-là dans Slack. On a un canal de discussion dédié sur les accords relationnels. À n'importe quel moment, quelqu'un peut partager un accord relationnel pour le proposer spécifiquement à une personne, auquel cas ça se fait dans un canal privé, ou de manière publique dans ce canal. À chaque fois que quelqu'un rejoint un accord, il met une petite coche verte sur le oui, non. J'y vais, et s'il y a des questions, on va les retrouver dans le fil de discussion. Ça peut se passer à l'échelle d'une équipe, de 2 collègues qui partagent un bureau. Je vous donne un exemple d'accord relationnel qu'on a passé dans l'open space dans lequel je me trouve. Lorsque je téléphone, je quitte l'open space. C'est un comportement objectivable sur lequel on pourra très facilement voir s'il est tenu ou pas. Cette possibilité-là, moi, je la trouve vraiment intéressante pour ramener de la singularisation dans les relations de travail et de dire, en fait, moi, j'ai un besoin particulier, j'ai envie de compter dessus. Et comme l'autre ne peut pas lire dans mes pensées, je vais l'expliciter et lui faire cette proposition. Et s'il n'est pas d'accord, on va pouvoir en discuter. Et peut-être qu'on ne sera pas d'accord pour trouver quelque chose tout de suite. Auquel cas, on pourra convenir d'autres occasions de discussion, de travail, sur ce qu'on met dans notre relation de travail ensemble. Donc, si vous mettez bout à bout ces règles de coopération en holacratie, je vous ai mis un petit poster qui les synthétise, il est en open source, donc on pourra vous le renvoyer de toute façon, celui-là aussi. Si on cumule ces 4 règles de coopération, ce qu'on cherche à faire, c'est à décorréler la personne de son comportement. Il n'y a pas des personnes avec qui on coopère bien ou pas. Si on adopte ces règles-là, en fait, ça devient quelque chose d'exigible de chacun. Ce qu'elle nous permet, c'est de rapidement détecter les bouchons ou les endroits où on a besoin de s'adapter. Et ça, je trouve ça hyper précieux pour continuer de donner vraiment les moyens à une équipe d'embrasser une responsabilité. Une responsabilité au sens de porter la réponse en soi. Ça ne veut pas forcément dire avoir toutes les solutions. Ce que ça permet également, c'est d'avoir plus de réactivité et de soutien dans les demandes qu'on peut se faire en équipe. On parlait de la confiance. À quoi elle tient cette confiance? En fait, là, on va se doter de règles qui vont venir soutenir cette confiance. Et si tout le monde applique ces comportements-là, alors il y a une confiance, il y a une réactivité les uns les autres dans les chances qu'on a de résoudre nos problèmes ensemble.
et en s'appuyant sur un esprit d'équipe plutôt que courir à un objectif individuel tout seul, de préférence en marchant sur les autres. Un endroit dans lequel en holacratie, ces comportements vont être assez visibles, c'est notamment une réunion qui s'appelle la réunion tactique, qui est une réunion opérationnelle. Je vous ai juste remis un petit visuel sur ce qu'on peut y faire dans cette réunion. Elle se déroule en 2 temps. Un premier temps de synchronisation où les membres de l'équipe vont se partager de l'info pour donner des nouvelles sur là où ils en sont, remplir ainsi leur devoir de transparence. Et dans un second temps, chacune des personnes qui sont réunies pourront apporter les points qu'elles veulent traiter à l'ordre du jour au vu des personnes qui sont là, qui ont donc rempli leur devoir de priorisation pour choisir de participer ou non à cette réunion. Et en fonction des points qui sont apportés, cette réunion, elle est facilitée donc par un facilitateur qui pourra s'appuyer sur les 6 pistes là que vous avez sous les yeux. L'objectif étant non pas de faire une session de travail, mais de lever les obstacles au travail. Et pour ce faire, ça va être un super endroit de développement du leadership pour que les rôles prennent les actions, fassent les demandes dont ils ont besoin pour pouvoir avancer dans leur travail. Donc, comme vous pouvez le voir sous les yeux, on a différentes possibilités de confier du travail, de prendre des avis, d'avoir peut-être des nouveaux projets qui vont être confiés ou pris par d'autres. Une piste pour détricoter un plat de spaghettis qui pourrait être apporté sur la table et aussi d'aller regarder du côté des comportements. En fait, dans le coin que tu apportes là, ce qui t'embête, c'est qu'on t'ait demandé de prendre quelque chose ou c'est la manière dont ça a été fait? Ah, les deux. OK. Et on va les traiter un par un, mais de manière différente. En tant que facilitateur, on aura des pistes un peu différentes pour venir coacher notre participant. Et il y a un item dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est celui-ci de définir une nouvelle attente. Il est possible que les rôles tels qu'ils ont été prévus, pensés de base, finalement ne sont plus aussi adaptés à la réalité ou à la manière dont le projet a évolué. Et cette réunion va pouvoir nous permettre de détecter des endroits où la structure de rôle, la gouvernance telle qu'elle a été élaborée, n'est plus tout à fait adaptée. Et auquel cas, il faudrait la faire évoluer. Donc, on notera un point pour qu'elle aille à la prochaine réunion de gouvernance du cercle dans lequel on se trouve. Ça fait si on a adopté évidemment la Constitution avec ces 5 articles, dont le dernier qui clarifie ce processus-là de gouvernance pour mettre à jour les rôles et les règles du cercle. Voilà où on en est avec ces règles de coopération, les principes qui sont sous-tendus. Et il nous reste 10 belles minutes. Je vous propose de vous entendre. S'il y a des questions, des réactions, je serais ravie de les entendre. Et comme vous n'êtes pas très nombreux, n'hésitez pas à lever la main, peut-être comme ça, on saura qui prend la parole. Yes, de mon côté, je trouve ça hyper intéressant. Alors, moi, je découvre effectivement l'agilité, je connais. L'holacratie, je ne connais pas du tout. Je serai d'ailleurs demain à l'événement normalement de la Fabrique du Changement, si je ne suis plus malade, quoi. On verra. Croisez les doigts. J'aimerais bien y être. Effectivement, je trouve ça, en tout cas, les 4 piliers, tu as montré les 4 devoirs. Je trouve ça hyper intéressant. Donc moi, vraiment, voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici. Et, je n'ai pas spécialement de questions, mais je trouve ça bluffant de voir que dans les organisations, comme tu dis, ça fait 5-6 ans qu'on le met en place, qu'il y a des choses comme ça qui existent. Pour moi, c'est un nouveau monde, en fait, quoi. Qui va au-delà de l'agilité que je connaissais quand même pas mal. Ouais, merci Thomas. L'holacratie, c'est un système qui a été développé en s'inspirant très nettement de l'agilité du système d'heuristique et des valeurs qui sont à l'intérieur et de la manière dont elles se déclinent. Une autre brique qui est venue inspirer l'holacratie, c'est la méthode Getting Things Done pour être organisé et envoyer de la bûchette quand on travaille individuellement et collectivement. Et le dernier aspect qui a inspiré aussi l'holacratie, c'est la sociocratie avec les 4 piliers du principe de cercle et de double lien. Ok, super intéressant, merci beaucoup. Yes. Merci à toi. Myriam. Je me permets de poser une question. C'était super intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. L'holacratie, c'est quelque chose qui peut être mis une fois qu'une organisation a été déjà créée ou il faut que l'organisation soit créée avec ces principes-là? Ça peut être un système qui est implémenté une fois que l'organisation existe déjà.
et une organisation qui se crée et qui, dès le début, choisit de déployer Holacracy comme système de gouvernance, c'est possible aussi. Ouais, complètement. Les deux sont possibles. Ok. Concrètement, aujourd'hui, on travaille plus avec des organisations qui se transforment et qui ne sont pas créées en Holacracy. Ok. Ouais. Merci. Avec plaisir. Ce que je vous partage là sur les règles de coopération, ça ne vient que renforcer des choses qui pourraient vous paraître comme des évidences. Bah, c'est évident qu'il faut traiter son flux de travail et donner de la visibilité aux autres. Bah, c'est évident que je vais prioriser et pas tout traiter à la même échéance. Ça vous semble évident que vous allez faire des demandes et confier du travail aux autres et demander des nouvelles. Mais en fait, si on considère que c'est une évidence, alors on s'appuie sur le bon sens, une logique individuelle. Et ma logique est peut-être très différente de celle de Thomas, de Myriam ou de Luc. Donc, je crois que la grande richesse de ça, c'est que, en fait, on s'entend sur un vocabulaire et une traduction opérationnelle commune qui pourra toujours être adaptée. On pourra se rajouter des choses pour se dire qu'en fait, on va plutôt se faire les demandes en passant sur Slack, ou on va utiliser un logiciel de ticketing, ou on va plutôt faire comme ci, comme ça pour faire les choses. Mais en fait, là, ça nous donne simplement la structure. Sur quoi est-ce que ça repose? C'est quoi les grands paradigmes qu'on va pouvoir déployer? Et je crois que ça fonctionne d'une manière puissante et robuste parce que c'est adossé à un système organisationnel qui met de la clarté sur les rôles et les autorités des personnes dans l'organisation. On va arrêter de se poser la question du qui décide. En fait, si ça, c'est pas clair, allons le clarifier dans une réunion de gouvernance. T'en as marre que ce soit un tel qui décide de telle chose parce qu'en fait, toi, t'imaginais que c'était plutôt l'autre. Ok, super. Allons clarifier ça. Les zones de flou, pour moi, sont un poison. Elles peuvent rendre service à certains et nourrir des jeux de pouvoir qui, à mon sens, sont pas forcément au service de la réalisation des projets et de l'émancipation des personnes dans leur travail. Donc, autant mettre ça au travail si c'est le choix qu'a fait l'organisation. Et un dernier truc que j'avais envie de vous dire, c'est que ces règles de coopération, elles ne fonctionnent que si tout le monde fait ça. Parce qu'en fait, si quelqu'un rame à contre-courant, c'est cette personne qui aura un comportement qui sera dysfonctionnel. Si aujourd'hui, vous êtes la seule personne à coopérer dans l'organe, c'est vous qui êtes dysfonctionnel et à vous dire que les autres ont vraiment un fonctionnement étrange. Donc, je pense qu'on peut vraiment imaginer ce cliquet-là, de se dire que ça dépend pas que des personnes, c'est pas qu'une question de contexte, mais ça repose plutôt sur de l'explicite et une évolution aussi souvent que nécessaire de la structure organisationnelle si elle n'est pas adaptée à ce qu'on rencontre dans l'organisation, dans l'équipe. Tac. Ok, pardon. Ouais, l'équipe. J'ai une question justement, comment fait-on la régulation lorsqu'il y a des dysfonctionnements en holacratie? Ouais, dysfonctionnement de quel ordre? Tu penses à quelque chose en particulier? Par exemple, si quelqu'un ne joue pas le jeu, quels sont les modes de régulation justement? Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là? Faudrait regarder, il ne joue pas jeu de quoi? À quel titre? Est-ce que c'est quelqu'un qui remplit pas ses règles de coopération, qui donne pas de visibilité? Mais par exemple, là, j'ai vu que dans les accords que vous aviez entre vous, que tout le monde n'avait pas répondu oui, qu'il y avait différents, il y en a qui étaient à 7, d'autres qui étaient à 9, donc tout le monde n'avait pas dit OK. Dans ce cas-là, comment c'est régulé ça? Ouais, très bonne question. Ok, je comprends mieux. Et ben ça, en fait, on va pas en faire le problème de l'organisation, mais c'est le point de la personne. Là, par exemple, c'est Alyosha qui propose un accord sur la manière de recevoir des invitations pendant ses congés. Lui, il s'autorise pas à faire ça. Il trouve que c'est pas cool quand il en reçoit. Donc, à minima, ce qu'il aimerait, c'est être consulté avant ce genre de choses. On voit qu'il y a 9 membres de l'équipe qui ont souscrit à ça, dont moi. Et en fait, si Alyosha est en tension, parce que je sais pas, par exemple, Léa dans notre équipe a pas souscrit cet accord, en fait, c'est à lui d'aller voir Léa et en fait de créer une occasion de dialogue. Si ça le met en tension, toc toc toc, Léa,
en fait, je vois que tu n'as pas souscrit à cet accord. Pourtant, c'est quelque chose que je te vois faire régulièrement. Moi, ça m'embête. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu rentres dans cet accord? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Qu'est-ce qu'il faudrait ajuster dans notre organisation? Que sais-je? En fait, là, ça va vraiment être une discussion. Ça peut être animé par un tiers, si besoin. Mais ça, c'est pas le LACRACI qui le dit. En fait, sur le comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on interagit pour revenir ou pour soutenir des comportements. Et ben là, en fait, il n'y a rien qui n'est fixé par la Constitution, et c'est bien les humains qui ont adopté ce système qui vont s'ajuster entre eux. Mais il n'y a pas un processus explicite pour l'adoption ou la mise à jour de ces aspects-là, quoi. Là, sur les accords relationnels, ça va rester la préoccupation de la personne qui l'a proposé. Et s'ils n'arrivent pas à trouver un accord, donc dans ce cas-là, on accepte le fait que certaines personnes ne jouent pas le jeu, ou comment ça se passe dans ce cas-là? Si tu revois, tac. En fait, sur cette partie-là des accords relationnels, c'est bien une préférence personnelle. D'accord, c'est juste une préférence. Et là, c'est pas quelque chose qui est exigible. C'est ça la petite nuance où sur les autres, tu vois, on parlait bien de devoir, un devoir de priorisation, un devoir de traitement. Et là, sur les aspects relationnels, en fait, c'est assumer qu'il y a de la préférence tout à fait personnelle dans la manière de relationner ensemble. Et c'est OK que j'ai pas les mêmes habitudes relationnelles avec toi, avec Patrick ou avec Michael. Et peut-être que je vais leur proposer des accords différents pour soutenir des comportements de travail qu'on a ensemble. OK. Merci. Avec plaisir. C'est à cet endroit-là qu'on peut trouver vraiment de la souplesse pour des convenances perso. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? OK. C'est le moment ou jamais. Hein. OK, en tout cas, si jamais ce petit support-là que j'ai fait, il est très synthétique, hein, mais vous pourrez le retrouver, et le poster sur la règle de coopération aussi, et la Constitution, comme je vous le disais, est disponible en open source, donc vous pourrez même la retrouver sur GitHub et faire des propositions d'amendements si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel, ce sera étudié. OK. Merci. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos questions et les échanges. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci Myriam pour l'organisation de tout ça. Et merci à toi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Sarah, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci bien. bien. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Myriam, si tu t'en vas, la réunion ne sera pas enregistrée. Bonsoir, désolé, j'étais en train d'écrire mon mail en fait à Myriam pour qu'elle puisse m'envoyer le dernier échange qui avait eu lieu auquel j'ai participé parce que je ne le trouvais pas en fait sur le YouTube. Voilà, donc je profitais d'avoir encore accès au chat pour pouvoir lui envoyer. Pour être accessible là. Parfait. Voilà. Et merci beaucoup et puis désolé pour le retard. Aucun problème, c'est pour toi. Merci, c'est sympa. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Myriam, j'ai pas l'audio, je t'entends pas. Est-ce que je peux faire quelque chose qui t'aiderait? J'ai pas le son. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on fait? On me dit que j'essaye de fermer mon record et puis ça va me générer quelque chose. Ça saute pas. Ah, Myriam, ça y est. Là, c'est bon? Oui. Là, tu m'entends. Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon PC. Il a décidé de me lâcher niveau son. Il n'y a pas de souci, en tout cas.